Nous avons voulu y associer le divin parce que, vous savez, dans la culture fondamentale des peuples des Glacefields, il n'y a pas de différence fondamentale entre Dieu et la nature. C'est pour ça que nous appelons la nature, la terre si, et nous appelons Dieu si. C'était pour créer justement ce lien-là. Ok, Bapa est comme pas mal de royaumes que nous avons dans la région de l'Ouest, qui sont appelés des villages aujourd'hui, c'est des royaumes indépendants dans le temps. Les Bapa ont été créés par un groupe de chasseurs qui, au cours d'une partie de chasse, a trouvé cet endroit propice pour s'installer. Et ils s'y sont installés. C'était des groupes de personnes qui venaient lors des migrations successives des peuples Glacefields. C'est depuis les années 1600, la fin des années 1600, que les Bapa se sont installés sur le site actuel. Donc nous sommes aujourd'hui à la 11e génération, à la 11e dynastie de rois dans la tête de ce royaume. C'est un royaume qui a connu aussi beaucoup de guerres, d'occupations, guerres de conquêtes. Un royaume qui jadis était plus vaste que les 15 km² actuels. Mais au cours des guerres successives, le peuple Bapa a dû s'exiler et son royaume réduit. Donc c'est un peuple essentiellement de chasseurs, d'agriculteurs, d'éleveurs, mais aussi d'artisans, de forgerons. C'est leur réputation de bons forgerons et de bons guerriers. Ils ont forgé cette réputation au fil des ans. Aujourd'hui, les Bapa sont un peuple qui aspire à se développer, à construire un village avec une certaine authenticité, à préserver leur patrimoine, à s'ouvrir au monde, mais en préservant son originalité et son authenticité. Dégager la nature, c'est scier une branche sur laquelle on est assis. Donc, c'était pour nous une façon d'interpeller parce que nous sommes justement au fait des changements climatiques dans ce village avec les nappes phréatiques qui baissent, avec les déboisements. Nous sommes en altitude, on n'a pas beaucoup de forêt. Il y a les feux de brousse qui créent pas mal de problèmes dans le village. Il y a l'érosion avec notre sol qui est sablonneux. Il y a aussi qu'on perd certains savoir-faire, certains savoir-vivre, des sous-champs, par exemple les bambous de raffia dans les bas-fonds, dont nous voulions interpeller à travers le musée, nous voulions interpeller l'être humain pour la préservation de la nature. Et nous avons voulu y associer le divin parce que, vous savez, dans la culture fondamentale des peuples des Glacefields, il n'y a pas de différence fondamentale entre Dieu et la nature. C'est pour ça que nous appelons la nature, la terre si, et nous appelons Dieu si. C'était pour créer justement ce lien-là. De dire qu'attaquer la nature, c'est aussi s'attaquer à quelque chose de divin. Donc voilà un peu, c'est autour de cette problématique-là que nous avons voulu intituler notre musée Homme, Nature et Croyance. Je pense qu'on a voulu montrer à ce peuple qui sont d'abord détenteurs de ce patrimoine. La chefferie n'est qu'une vitrine du patrimoine parce que ce que vous voyez au musée, ce n'est pas les artisans juste de la chefferie, c'est les artisans de tout le village. Il y a un savoir-faire dans tous les villages, même les villages voisins. Donc on a voulu d'abord que le peuple s'approprie son patrimoine, sache que c'est un patrimoine qui lui appartient. Et on a voulu aussi transmettre ce patrimoine aux plus jeunes. Vous savez, aujourd'hui, il y a un conflit de génération, il y a les lumières de l'Occident qui font croire à nos enfants que ce qui est bien vient forcément d'ailleurs. Notre rôle était aussi de montrer aux nôtres que nous avons des ressources, nous avons des patrimoines, nous avons des richesses
dont nous pouvons être fiers et il faut les valoriser, il faut en faire la promotion. C'était un peu ça le challenge, de montrer qu'avec ce que nous détenons, ce que l'Afrique a, on peut produire quelque chose de bien qui permet d'avoir un musée comme celui-là, avec une certaine authenticité, et surtout qui met en exergue notre savoir-faire. Donc c'était un peu ça le rôle, permettre aux jeunes de s'approprier ce patrimoine, d'en être fiers, de ne pas considérer notre patrimoine toujours comme quelque chose de subsidiaire ou bien quelque chose de folklorique, de dire qu'on peut être moderne en étant authentique. Donc, ne pas faire cette opposition complètement absurde entre modernisme et tradition, pensant que tout ce qui vient des autres est bien et tout ce qui est traditionnel est mauvais. C'était un peu ça, attirer les jeunes, de montrer qu'on a ce patrimoine-là et surtout de les permettre d'en être fiers et de susciter en eux l'envie de promouvoir et de préserver ce patrimoine. Oui, tout à fait. Rien qu'à voir un peu tout ce qui se passe autour du patrimoine aujourd'hui. Je pense que vous avez, à l'Office de tourisme, vous avez une équipe de jeunes gens qui viennent de tous les horizons, pas seulement de la région de l'Ouest, qui viennent de tous les horizons et qui sont aujourd'hui en plein dans la promotion et la préservation du patrimoine. Je pense qu'ils le font avec beaucoup de fierté. Je pense aussi que de plus en plus, nos jeunes scènes que notre patrimoine est non seulement une identité, mais aussi c'est une source de respect pour eux, parce qu'on ne peut respecter que quelqu'un qui se respecte lui-même. Bon, je suis tout à fait satisfait de l'engouement qu'ont les jeunes aujourd'hui, ceux de Bapa. Particulièrement, il y a beaucoup qui viennent visiter le musée. Je pense qu'ils sont, pour la plupart, en ce qui me concerne, je pense que les retours que j'ai, c'est que tous les jeunes sont fiers d'ailleurs quand il y a des projets ici, désormais, des chantiers qu'on lance. Les jeunes sont prêts à apporter leur concours. Le travail qui a été fait au musée, ce n'est pas des artisans du village. Toutes les constructions traditionnelles qui ont été faites, c'est des jeunes qui se sont mis là pour construire. Pendant ces constructions, il y en a qui ont appris, qui ne savaient pas, qui ont appris. Donc je pense que ça crée quand même, ça suscite un engouement particulier des jeunes. Maintenant, il faut les amener à comprendre que ça peut aussi être une source de professionnalisme. Ils peuvent vraiment prendre comme métier certains aspects du métier dans le patrimoine, dans l'artisanat. La boutique du musée vend des produits artisanaux des jeunes, non seulement de Papa, mais de la région. Donc, ça permet qu'ils aient une vitrine aussi pour présenter les œuvres. Donc, ça leur permet aussi de réfléchir à la création, de créer d'autres œuvres. L'Office régional de tourisme est un office pour la promotion touristique, le développement de la promotion que nous avons mis en place sous une initiative du programme Route des chauffeurs. Mais après, cette initiative-là, plusieurs acteurs s'y sont mis pour créer l'Office de tourisme. C'est les professionnels du tourisme, c'est les chefs traditionnels, puisque notre tourisme est essentiellement basé sur le patrimoine culturel et les chauffeurs traditionnels sont vraiment les porteuses et les détentrices de ce patrimoine-là. Et à côté d'eux, il y a les municipalités, c'est-à-dire les maires. Ces trois entités sont mises ensemble pour créer un office régional de tourisme. C'est la première du genre dans la sous-région. Voilà, on a mis en place cet office déjà pour penser le développement touristique de notre région, parce qu'on pense que la région de l'Ouest est une région qui a pour capitale l'un de ses capitales, c'est vraiment le tourisme. Et nous avons pensé, ces trois entités, qu'il fallait investir dans le tourisme. On a très rapidement élaboré un plan de développement régional que nous avons appelé schéma directeur de tourisme de l'Ouest. Et nous avons formalisé la création de l'Office de tourisme. Nous sommes lancés un peu
dans un chemin pas du tout balisé. Donc, on est là-dedans depuis quelques années, heureusement. Avec le lobbying du programme Route de Chaufferie, on a pu avoir pas mal de financement ces derniers temps pour se déployer sur le terrain. On a construit un siège, on a acquis du matériel de travail, on a quelques programmes avec les artisans. On va participer à des foires, des expositions comme celui qu'on prépare au musée du Quai Branly. On a sorti une nouvelle version du catalogue tourisme. Donc c'est un office qui vit, qui fait son bonhomme de chemin et qui travaille à la promotion de la destination ouest. Nous avons des programmes, des propositions de voyage pour les touristes. On essaye d'associer, de se faire d'inscrire nos parcours au niveau des grands tours opérateurs. Donc, l'Office fait son bonhomme de chemin, mais aussi dans le développement, à travers ce schéma directeur que nous avons mis en place, on cherche des financements pour essayer de réaliser tous les projets que nous avions, soit dans le domaine du tourisme, dans la nature, c'est-à-dire d'aménager des sites naturels, de construire des musées comme nous sommes en train de le faire, d'aménager d'autres tissus muséales. Donc, l'Office fait son bonhomme de chemin, on essaie d'avancer. Tous ces derniers temps, on essaie avec la mise en place du conseil régional, on est en train de travailler avec le conseil régional pour justement agrandir le champ d'action, le champ de vision de l'Office du tourisme. Voilà, on essaie d'en faire un pôle, de faire de la région vraiment un pôle touristique et le vendre à l'international. C'est ce que nous sommes en train de faire. J'ai déjà dit que le sacré se trouve partout. Toute société sans connotation sacrée est une société complètement ouverte et en déperdition. Le sacré, dans les églises, vous voyez le sacré, partout. Aujourd'hui, il y a même des groupes socio-professionnels où vous avez le sacré. On parle des sectes, entre guillemets, on va parler de... C'est le sacré. Je pense que la première des choses, c'est le respect. La base de tout aspect du sacré, c'est le respect. Il faut respecter les autres. Et puis, ne pas avoir de préjugés. La chefferie, par exemple, c'est un lieu public. Il y a des interdits. Parce qu'il ne faut pas... Ce n'est pas un lieu complètement ouvert où on peut aller n'importe où. Il y a des étapes à franchir. Mais c'est un lieu public. Tout le monde peut avoir accès à tel ou tel cours en fonction de votre initiation ou toute autre chose. Donc, je pense qu'aux jeunes, il faudrait faire comprendre que les sociétés ou bien la colonisation a beaucoup diabolisé nos traditions. On a peur de nos traditions sans les connaître. Je pense que de plus en plus, avec les initiatives que nous prenons, c'est ramener les jeunes vers leurs traditions et leur dire qu'il y a du sacré, il y a des choses à respecter, mais ce n'est pas forcément des choses qui leur feront peur. C'est juste respecter. Et surtout, on voudrait que les jeunes Africains se réapproprient leur culture, leur tradition et en soient fiers. La chose que nous avons, c'est que les autres sociétés rejettent un peu nos traditions. Les autres églises même rejettent un peu nos traditions. Pourtant, il n'y a rien de pire dans nos traditions que dans d'autres sociétés. Je pense que nous devons être fiers. Plus on est fiers de nos sociétés, plus on est fiers de notre culture, plus on apprend à connaître cette culture-là et de mieux en mieux on sème cette culture. Donc je pourrais recommander aux jeunes de vraiment se rapprocher de la culture, de ne pas fuir la culture. Et d'ailleurs, la seule façon pour eux d'être respectés, d'être reconnus en tant qu'entité, c'est de présenter ce qu'ils ont, quelle est la différence entre eux et les autres. Si on veut juste passer notre vie à singer les autres, on sera juste des pâles copies des autres, on ne sera pas nous-mêmes. Il faut être soi-même pour être respecté par les autres. Tant que les jeunes Africains ne comprendront pas ça, nous passons notre temps à singer les autres.